C'est à mon tour maintenant. Comme Marcel l'a dit, je m'appelle Eric Nzabimana. Je suis compagnon de Virara dans la résistance des Tutsis. Nous célébrons aujourd'hui, où nous commémorons pour la 28e fois le génocide perpétré contre les Tutsis. Comme l'escapé, c'est pas facile, mais c'est inévitable. Nous devons le faire. Il arrive des fois que même on ne parvient pas à trouver le vocable pour exprimer nos sentiments. Quand on parle de la résistance d'Obisesero, on peut se demander comment résister avec un bâton contre des militaires armés jusqu'aux dents, contre des miliciens entraînés, acharnés. Pour certains, c'est incompréhensible, mais ça a été. Ça a été chez nous, pourquoi? Parce que les Tutsis au Rwanda ont été chaque fois pris comme bouc émissaire dans la politique du pays. En 1959, les Tutsis ont été tués et chassés du pays. Ça a été la même chose en 1963. Ça a été la même chose en 1973 quand Habyarimana a pris le pouvoir. Et toute cette tragédie ont façonné, ont créé la manière de se défendre pour les Tutsis. C'est pourquoi, en 1994, nous avions l'esprit que nous pouvions résister comme on a résisté antérieurement. C'est ce qui nous a poussés à résister jusqu'au 12 mai 1994, à peu près un mois et demi. Donc notre stratégie était de nous placer au sommet des collines. On devrait avoir un abri pour les personnes âgées, pour les femmes enceintes, pour les petits-enfants et d'autres personnes qui étaient physiquement faibles. Après, on devrait aussi organiser des groupements dans les collines d'Obisesero. Je tiens à vous rappeler que nous étions plus de 50 000 personnes. On ne devrait pas nous placer sur une seule colline, ça allait faciliter la tâche aux tueurs. Donc on se regroupait dans différents coins, compte tenu des directions par lesquelles pouvaient passer les génocidaires. Notre seule arme était la pierre. Ceux qui ont été à Obisesero, ce symbole est visible pour ce qui y arrive. Les femmes, les jeunes filles, les jeunes garçons devraient ramasser les pierres pour les amener aux hommes encore vaillants qui pouvaient les lancer contre les tueurs. Il arrivait que les pierres s'épuisent. Il n'y a plus de pierres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait, sous le commandement d'Obirara qu'on a cité, et d'autres groupes de gens, on devrait prendre la position couchée pour que les balles ne puissent pas nous atteindre facilement. Une fois les tueurs s'approchent, on devrait faire ce qu'on appelait en Kinyarwanda Kwiroha, c'est-à-dire se précipiter et se mêler aux tueurs pour combattre corps à corps. Si vous avez un fusil, à côté vous avez un Tutsi, à côté un Hutu, tu ne sauras pas comment tirer. Il fallait qu'ils prennent la décision de se sauver. Et c'est nous qui courions derrière eux avec les bâtons pour les chasser dans la zone d'Obisesero que nous avions créée.
et sera à durer 1 mois et demi. Et voyant que nous avons été difficiles à vaincre, le gouvernement génocidaire a pris 13 jours pour se préparer à nous exterminer. Ils ont invité les militaires, surtout ceux de la garde présidentielle, des militaires d'élite. Ils ont appelé les Interahamwe des différentes préfectures. Le 13 mai, quand nous sortons de nos maisons, parce que les maisons étaient encore là, toutes les collines de Bissesselo étaient remplies de tueurs. Nous avons compté ce jour 16 bus qui ont amené les tueurs, sans compter les pick-up d'autres camionnettes. Donc c'était horrible. Nous avons vu que l'apocalypse nous approchait et que c'était fini, que l'espoir de survivre n'était plus. Nous avons essayé comme d'habitude, mais c'était impossible. Ils avaient des armes à feu, des mitrailleuses, des grenades, des antipersonnels, tout. Ils pouvaient lancer une mine dans la forêt et les arbres sur des racines tombaient sur les Tutsis. Le 13, le 14 mai, nous avons perdu les nôtres qui se chiffrent à environ 40 000 personnes dans 2 jours seulement. Donc vous voyez des corps partout, les rivières étaient devenues rouges de sang, c'était horrible. L'espoir de revivre ou de résister n'était plus. Un peuple revers qui n'a plus de vaches, un homme qui n'a plus d'enfants, un homme qui n'a plus de femmes. La vie n'est plus. Comme notre détermination était de mener le combat jusqu'au dernier homme, nous avons changé de stratégie. Il fallait courir toute la journée pour faire fatiguer les attaquants. Et nous avons vécu cette situation jusqu'au 27 juin dans l'après-midi, où moi-même j'ai vu un convoi de militaires français venir vers Bissesselo. Comme j'avais suivi à la radio, j'avais un poste radio et un de mes élèves quelquefois m'envoyait des piles pour pouvoir suivre les informations. J'avais appris que la France a eu un mandat des Nations Unies pour venir intervenir au Rwanda sous la mission de Turquoise. Voyant des camionnettes montées, je me suis dit, ça peut être les Français qui arrivent. Je suis allé à les rencontres. Ils étaient guidés par une Interahamwe, un enseignant. Ils n'ont pas voulu me comprendre. Alors j'ai été obligé de me placer entre les véhicules. Il y avait ceux qui venaient de passer, d'autres étaient derrière. Je me suis placé au milieu de la route en criant fort au secours. Des journalistes qui étaient avec ces militaires, dont Patrick de Saint-Exupéry sortait de sa voiture et il a commencé à m'attendre et j'ai tout expliqué. Les militaires ont fini par m'écouter et pas me croire. Nous avons été obligés d'amener des cadavres qui étaient encore chauds pour les témoigner que ce que nous étions en train de parler était vrai. Alors ils nous ont dit malheureusement, nous ne sommes pas prêts pour vous sauver aujourd'hui. Ils campaient à 5 km de Bissesselo. Je leur ai dit, si vous n'êtes pas sûr de cette région comme vous le dites, amenez-nous devant vos camionnettes jusqu'à Gishita, comme ça nous serons épargnés. Parce que de l'autre côté, vous voyez les Interahamwe qui nous voient sortir de nos cachettes, ils finiront par nous exterminer après votre départ. Ils ont dit non.
et nous avons été complètement découragés. Ils nous ont dit, retournez dans vos cachettes comme d'habitude, on viendra vous secourir dans 2 ou 3 jours. Nous avons imploré, supplié, mais vainement. On peut se demander qu'est-ce qui s'est passé le 28, le 29 et le 30 jours. Des attaques se sont multipliées et mieux armées qu'avant. Peut-être pour exterminer les Tutsis avant que les militaires français ne reviennent. Nous estimons à peu près 8000 personnes qui sont mortes pendant ces 3 jours. Des personnes qui pouvaient être aujourd'hui vivants si les militaires avaient entendu notre voix. C'est ce qui est déplorable et c'est même pourquoi nous avons posé plainte, même si la suite n'est pas promettante. Le 30 dans l'après-midi, les militaires sont revenus. Et pas plus tard, nous avons su quelle est la mission principale. Comme parmi eux, et même le 10 et les cris, n'était pas une mission. La mission était de soutenir le gouvernement génocidaire, mais ça a été trop tard et ça a été la chance pour nous qui sommes aujourd'hui en vie. On m'a demandé de parler de l'expérience de l'escapé pour aujourd'hui. Donc nous avons résisté au génocide et c'est notre devoir de résister à l'après-génocide. Une période très amère, très douloureuse. Une période où il peut même arriver de ne pas pouvoir dormir et avoir sommeil. Quand on pense au nôtre, quand on voit la situation dans laquelle on est. Personnellement, la famille de mon papa comptait 171 personnes, enfants, femmes, hommes, petits et grands. Aujourd'hui, nous ne sommes que 11. Chez la famille de ma mère, ils étaient, donc je parle de ceux qui sont proches, une famille très réduite. Ils étaient 92, il ne reste personne pour aujourd'hui. Vivre dans une telle situation, ça demande une force qu'on ne peut pas trouver soi-même, mais qui doit parvenir ou prendre source dans d'autres personnes qui sont conscientes de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, j'espère-vous qui êtes présents aujourd'hui, parce qu'en 2011, je suis venu ici en France, j'étais dans un colloque à Paris, et quand je parlais du génocide, et que je disais qu'il y a une part de responsabilité des autorités françaises, personne ne voulait me croire. On commençait le colloque à une centaine et ça se terminait avec une vingtaine. Mais aujourd'hui, on voit que la population française, le peuple français, est conscient du génocide et attristé par ces événements et même par la part de responsabilité des autorités de l'époque. Je disais que la vérité a été mise à jour. Si on se réfère par exemple au livre écrit par le militaire Guillaume Ancel, qui était dans Turquoise, qui avait une responsabilité de haut niveau, explique tout. La mission principale des militaires, la mission principale de Turquoise n'était pas de stopper le génocide, mais c'était d'épauler le gouvernement génocidaire. Malgré tout ça, comme chère Espérance l'a dit, il faut
fois l'arbre est coupé, il y a espoir que ça peut repousser. Nous commençons, ou nous avons commencé à reprendre la force de la vie, parce que nous sommes maintenant dans un pays où la dignité humaine est prioritaire. Nos enfants ont grandi. À titre d'exemple, ma fille aînée Sylvie, elle a obtenu son diplôme universitaire le 10 de ce mois. Et c'est un courage pour moi, c'est un courage pour les autres rescapés, parce que nous avons été longtemps empêchés, interdits d'aller à l'école, et pour le moment même, tout le monde a accès à l'école à cause de l'administration de notre cher président Kagame. Nous avons un pays, en d'autres termes, nous avons un père qui nous protège et qui nous donne l'espoir de demain. Je vous remercie de ce moment que vous m'avez accordé et je vous remercie de l'apport que vous faites de toutes sortes. Je me rappelle de chère Espérance que j'ai connu dans les montagnes de Bicesero, l'apport matériel, financier qu'il a donné à la famille Karissa. Ses enfants vous disent merci. Je vous remercie. Merci Eric. Merci Marcel. Peut-être que cela a pu paraître un peu long parce que vous êtes debout, c'est pas facile, mais nous ne pouvions pas ne pas les entendre puisque j'ai entendu quelqu'un dire demain que au fond c'est quand on voit un rescapé et c'est quand on l'entend, quand on l'écoute, qu'on sait que du coup le génocide ça a existé, mais si on ne les voit pas, on pense que c'est une légende qui est quelque chose qui n'a peut-être pas existé, on ne sait pas. Mais quand on les attend et quand on les écoute, alors on sait ce qui a été.